Niger, fronde médiatique anti-révolution pour qui roule la presse. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Telle est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, plusieurs dizaines d'organisations et de responsables de médias africains ont lancé vendredi dernier un appel aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger fin juillet pour demander le respect de la liberté de la presse dans le pays. Cette initiative, nous dit-on, lancée par Reporters sans frontières, je le précise encore que cette initiative a été lancée par Reporters sans frontières, rassemble, nous dit-on, près que 80 signataires, dont de nombreux patrons de presse d'Afrique francophone. Est-ce seulement d'Afrique francophone ou alors c'est tout simplement la presse nigérienne qui est aujourd'hui concernée? Pourquoi pointer du doigt la presse francophone? Parce que je sais pertinemment que jusqu'à preuve de contraire, la presse camerounaise, tchadienne, gabonaise et j'en passe n'est pas concernée. Nous demandons à la jeune, c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans le communiqué, de respecter le droit à l'information, au pluralisme et à l'indépendance des médias, indique le texte qui appelle notamment le régime de Niamey à contribuer à la sécurité des journalistes locaux et internationaux et à respecter le pluralisme, la diversité et l'indépendance des médias. Allez savoir justement ce qui se cache derrière ce communiqué, à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les médias français ont le même ton, les mêmes images, la même sonorité lorsqu'ils parlent d'un sujet, sûrement parlant de l'Afrique, mais lorsqu'il s'agit justement de l'Afrique, il faudrait justement avoir plusieurs sons de cloche. Allez savoir justement ce qui se cache derrière. Il cite plusieurs incidents depuis la prise de pouvoir le 26 juillet dernier au cours desquels des journalistes nigériens et étrangers ont été pris pour cible dans des manifestations aux victimes d'intimidation et de menaces. Il précise, je cite, plusieurs faits témoins de l'augmentation des atteintes à la liberté de la presse depuis le coup d'État, affirme d'ailleurs Reporters sans frontières dans son communiqué. La diffusion des programmes de RFI France 24 est interrompue au Niger depuis le 3 août. Est-ce cela qui emmerde aujourd'hui, on va le dire également, la France. Ces deux médias sont déjà suspendus au Burkina Faso et au Mali voisin, où les militaires nigériens au pouvoir ont envoyé des délégations mercredi. Eh bien, l'appel de vendredi s'adresse aussi aux autres États du Sahel dirigés, nous dit-on toujours par les militaires. Eh bien, il est dit, nous leur rappelons leur devoir de respecter les droits des journalistes, notamment celui d'accéder à l'information dans l'intérêt des populations du Sahel, conclut d'ailleurs le texte. Je pose donc cette question, mesdames, messieurs, et si c'était du côté de la France, pourquoi est-ce que les médias français, lorsqu'ils parlent de l'Afrique, ont le même ton, les mêmes images, la même sonorité, les mêmes commentaires, pour ne pas dire les mêmes panélistes du dimanche, lorsqu'on parle de l'Afrique? Mais lorsque c'est sur le continent africain, eh bien, les États africains n'ont pas le droit d'exiger que tous leurs médias parlent de la même façon. Allez savoir justement ce qui se cache derrière. Eh bien, on sait pertinemment que ces médias sont des médias de propagande et que certains médias sur le continent africain, pour ne pas dire 99% des médias sur le continent africain, eh bien, sont financés par l'extérieur. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Niger, fronde médiatique anti-révolution, pour qui roule la presse? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un journaliste d'investigation, Albert Anatolaïssi, directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselangos. Je dis bonjour aux techniciens ainsi qu'au top management de Panafricaniste TV. Je dis bonjour à l'Afrique, cette Afrique-là qui s'éveille et qui est déterminée, qui est résolument engagée dans une dynamique de libération, de souveraineté, mais surtout d'émancipation de son peuple, du peuple noir, du peuple africain. Quand je l'ai dit, je voudrais l'occasion faisant le larron, puisque le thème s'y prête, saluer ce matin, n'est-ce pas, la décision prise par les autorités de Burkina Faso à la suite de la suspension de ces médias que vous venez de convoquer, d'énumérer, de nommer, suspendu, n'est-ce pas, tous ces médias-là qui font la propagande de l'homosexualité. Je note que dans mon pays, le Cameroun, où vous avez un gros câble distributeur qui fait la promotion des spots publicitaires LGBT, vous avez également des dessins animés qui font la promotion de l'homosexualité. C'est pas suspendu. C'est pas suspendu. L'autorité en charge de la régulation des médias ne fait pas son job.
Mais nous nous réjouissons de savoir que les problématiques qui font l'objet de n'est-ce pas, de nos débats ont également un autre écho du côté de l'Afrique de l'Ouest qui les implémente et qui est effectivement réengagé, qui est déterminé à dépoussiérer, n'est-ce pas, nos espaces de vie de ces médias qui font la promotion, non pas du progrès, non pas du développement ou de l'émergence, mais plutôt de la décadence morale. Merci pour l'invitation. Et je vous poserai justement la question, Albert Anatola, ici, où est passé Dio Tchibonge Kalabousse qui menaçait encore il y a quelques semaines? Il est toujours président du Conseil national de la communication, l'organe en charge de la régulation des médias au Cameroun. Il n'a rien vu du côté de Canal+. Il n'a absolument rien vu. Il n'a rien vu. Et ils vont toujours il n'y a rien à voir, il faut circuler. Ah, il faut circuler. En espérant également que l'argent circule super bien de ce côté-là, Albert Anatola ici. Niger, front médiatique anti-révolution. Pour qui roule la presse? Albert Anatola ici, eh bien, je pose une question. Reporters sans frontières passe justement, pour ne pas dire, outrepasse son droit et justement regroupe plus de 80 signataires, dont de nombreux patrons de presse. Ils nous disent d'ailleurs être des patrons de presse d'Afrique francophone. Je ne sais pas si le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique, le Gabon, le Congo-Brazzaville et j'en passe faisaient partie justement de ce groupement de patrons de presse qui demandent justement aux révolutionnaires militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier le droit à l'information, au pluralisme et à l'indépendance des médias. Une question qui me taraude l'esprit, Albert Anatola, ici. Quand il s'agit du continent africain, eh bien tous les médias français et occidentaux ont les mêmes images, les mêmes reportages, la même sonorité. En fait, tout pareil. C'est comme si tous étaient complices. Déjà, il faut rapidement rectifier quelque chose que vous venez de dire qui n'est pas tout à fait exact. Ce ne sont pas les médias. Ce ne sont pas des médias. Ce ne sont pas des médias, ce sont des organes de propagande. Oui. J'aime toujours prendre les éléments factuels pour illustrer mes propos. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, oui. Est-ce que le rendu médiatique qui est fait par ce que vous appelez les journalistes respecte les canons de notre métier? Est-ce que cette information est équilibrée? Non. L'information qui est relayée par les médias français spécialement n'est pas équilibrée. C'est ce qu'on nous apprend, c'est le BABA qu'on nous apprend dans les écoles de journalisme. C'est-à-dire que vous devez avoir une information qui n'est pas orientée, qui doit être équilibrée. Donc, de mon point de vue, les mains hors jeu, du point de vue, n'est-ce pas, de la pratique journalistique. Quand je l'ai dit, revenons à la thématique. Nous sommes dans un contexte particulier du côté du Niger. Ce contexte particulier, c'est quoi? Ce contexte particulier, c'est que depuis le 26 juillet 2023, le peuple du Niger, accompagné par les révolutionnaires, sont engagés dans une dynamique de rupture, d'autodétermination. Et il me semble que, parce qu'ils ont pris, n'est-ce pas, la responsabilité de s'engager dans une dynamique d'autodétermination, que se passe-t-il? D'abord, sur les injonctions de Macron, la CEDEAO a décidé de leur mener une guerre au travers, d'abord, la menace d'une intervention militaire, au travers d'un paquet de sanctions illégitimes, illégales et inhumaines, violant de ce fait les thèses fondateurs de la CEDEAO, violant de ce fait le fameux droit humanitaire, puisque vous avez parmi les sanctions, dans le paquet de ces sanctions que j'ai évoqué tantôt, vous avez les médicaments qui sont également sous embargo du côté du Niger. Un peu comme en Côte d'Ivoire, il y a en 2002. Oui. C'est-à-dire, c'est les mêmes individus qui vous parlent, qui vous fanfaronnent, n'est-ce pas, sur le droit humanitaire international. Je pense que même en temps de guerre, et je crois que c'est un haut gradé de l'armée nigérienne qui l'a dit, même en temps de guerre, on ne ferme pas les pharmacies ni les hôpitaux. Exactement. Donc, vous voyez donc, ces criminels sous les oripeaux des démocrates se sont donc engagés à assassiner carrément, doublement le peuple nigérien. D'abord, en mettant sous embargo les médicaments. Oui. Deuxième chose, en coupant l'électricité à ce pays-là, qui dispose quand même des hôpitaux. J'imagine que dans ces hôpitaux, vous avez des blocs opératoires, ça veut dire que vous avez des maternités, entre autres. Donc, ils se fichent pas mal de la sécurité et des conditions
humanitaire acceptable dont le peuple nigérien a besoin. Voilà le contexte. Ça, c'est le premier élément de contexte. Le second élément de contexte, c'est quoi? C'est que nous avons eu à le dire il y a quelques mois, s'agissant du Burkina Faso. Souvenez-vous, je crois que c'était en 2020. Il y a un certain Moussa Kaka qui était, je crois, en son temps, correspondant de RFI, qui faisait des papiers qui étaient totalement en déphasage avec la réalité vécue par les populations, parce que ce sont les commandes des RFI qui tiennent absolument à ce qu'on respecte sa ligne éditoriale. C'est son rôle le plus absolu. Oui. Mais en même temps, un journaliste doit faire un peu de responsabilité. À la fois, comme j'ai l'habitude de dire, un journaliste, ça doit faire un peu de responsabilité à la fois politique et sociale. Est-ce que j'ai le droit, parce que je travaille je suis correspondant des médias étrangers, est-ce que j'ai le droit, n'est-ce pas, de faire des papiers qui sont en décalage de la réalité que vit mon pays ou bien les populations de mon pays. J'ai l'habitude de le dire, moi j'ai été correspondant par le passé, il y a très longtemps, des médias français. Lorsqu'ils ont commencé à me donner des orientations qui étaient en déphasage avec la réalité, que moi je vivais dans mon pays, le Cameroun, en dépit du fait que j'avais une gratification assez acceptable, j'ai décidé de mettre un thème à ces collaborations. Donc, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, lorsqu'il n'y a pas de nôtre, le contexte des panafricanistes du côté du Niger, le contexte, c'est que tout le monde doit être derrière la révolution. Il ne doit pas avoir, n'est-ce pas, des dynamiques contradictoires, des désinformations, des manipulations. Alors, dans le contexte européen, n'est-ce pas, relativement à l'opération militaire spéciale actuellement en cours du côté de l'Ukraine. Oui. Quelle est la position des médias étrangers, des médias européens sur cette question? Allumez votre télé. Ils ont le même conducteur. Eh bien, le même conducteur avait pratiquement le même narratif. Là, Reporters sans frontières ne trouve rien à dire. C'est-à-dire que, et c'est quoi le Reporters sans frontières? Reporters sans frontières n'est ni un professeur, ni un ancien de journalisme, ni une institution publique. C'est une association, c'est une organisation qui a vocation à faire ce que les autres ONG internationales font sur le continent africain. C'est-à-dire la propagande, les infiltrations, les recrutements. C'est ça que Reporters sans frontières fait. Et moi, en tant que journaliste, je ne peux pas accepter ça. Que dans le contexte qui est celui du Niger, qu'une organisation internationale financée par les cabinets noirs, et surtout par les organisations criminelles, et les États criminels, viennent dans nos affaires nous montrer et nous prouver que nous ne sommes pas. Il y a tout ça une partie du journalisme, du tout. Ou bien démontrer que derrière, n'est-ce pas, la révolution se cache une idée malveillante de maltraiter, n'est-ce pas, les journalistes. Non. Je ne voudrais pas, il faut qu'on fasse à part des choses. Autant je suis journaliste, éditeur, je ne saurais en aucun cas tolérer qu'on maltraite ou on empêche un journaliste d'exercer pleinement son métier dans le respect des lois et des règlements de son pays, dans le respect des principes d'éthique et de déontologie journalistique. Autant je n'accepterai pas qu'un journaliste ou un média serve de tribune de propagande pour des intérêts qui sont en dehors des nôtres. Et c'est ça qui est la question. Aujourd'hui, le premier front de guerre est d'abord et avant tout médiatique. Et il faut que cela soit dit. Et je souscris déjà le fait que les autorités du Niger ont pris leurs responsabilités. Parce qu'il y en a qui sortent des rangs. Mais dans le même contexte des mêmes événements, il me semble, d'après ce qui nous revient, que les autorités du Niger, les nouvelles autorités du Niger, à la suite, justement, de la demande du bureau du conseil d'administration de la maison de presse, n'est-ce pas, du Niger, certains journalistes qui ont été victimes, soit de menaces ou de violences, ont été mis en sécurité. Au même titre que certains journalistes des médias internationaux. Mais en même temps, il faut quand même qu'on se dise des choses. Il faut que les correspondants des médias internationaux qui travaillent sur le continent africain, ou bien qui viennent même sur le continent africain,
respectent les textes parce qu'ils ne sont pas chez eux, ici, chez nous. Et puis, les principes d'éthique sont variables. C'est pas comme un théorème mathématique qui peut aussi être variable. Mais les questions d'éthique sont variables selon les événements, le contexte, les éléments conjoncturels, selon même la formation, la personnalité de l'individu. Mais ce qui, encore n'est pas variable, c'est les principes de respect des règles déontologiques. Parce que c'est les mêmes canons. Parce que quand vous êtes chirurgien, on vous dit comment procéder à une opération chirurgicale. Donc, vous n'inventez pas le fil à couper le beurre. C'est ça qui est la question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut donc la plupart de ces médias étrangers, la plupart de ces correspondants, quelquefois locaux ou étrangers qui sont sur le continent africain, respectent souvent les éléments de contexte et prennent en compte les éléments de contexte. Parce que dans le contexte, par exemple, de l'actualité au Niger, les papiers qui sont faits par certains de ces journalistes, bien de ces médias, contribuent plutôt à contribuent à engager une sorte de levée des boucliers contre eux. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'indiquais tout à l'heure dans ma première prise de parole, nous sommes dans la bataille, dans la guerre médiatique, où tous les coups sont permis, apparemment pour certains. Au point où, finalement, pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes médias? Pourquoi c'est toujours les mêmes médias qui ont des problèmes avec nos pays, avec nos dirigeants? RFI, France 24, TVC Monde, entre autres. Pourquoi c'est toujours les mêmes médias? Mais si c'est toujours les mêmes médias, ça veut dire il y a un problème. Ça veut dire qu'ils ont franchement un problème. Pourquoi c'est toujours les mêmes médias au même titre que Jeune Afrique? Ça veut dire que ce sont effectivement des organes de propagande qui sont financés par le Quai d'Orsay, entre autres, et quelquefois par les multinationales. Dans mon pays, le Cameroun, moi je connais des médias qui sont financés par les multinationales françaises. Je connais des journalistes qui vont émerger dans les caisses des multinationales françaises. Et vous pensez que ces médias peuvent être objectifs et faire normalement leur job de journaliste? Je ne pense pas. Pour qui roule finalement la presse nigérienne, Albert Anatola, ici? La presse nigérienne, pas toute la presse, une certaine presse nigérienne. Une certaine presse nigérienne roule pour de l'argent. Pour de l'argent, parce qu'ils sont financés de l'extérieur par le Quai d'Orsay. N'oubliez pas que le Quai d'Orsay et l'Élysée, au travers le Conseil présidentiel pour l'Afrique, ont toujours utilisé les nôtres comme vassaux, larmants, collabos, traîtres. Dans le contexte malien, par exemple, où il y a dans le contexte du démantèlement, n'est-ce pas, de l'expulsion, c'est le terme exact, de l'expulsion de la force Barkhane, de l'expulsion de la MINUSMA, vous avez des Maliens qui se sont engagés dans une dynamique contradictoire, de contestation, des décisions souveraines des autorités du Mali. Mais est-ce que la MINUSMA est venue créer des emplois au Mali? Est-ce que Barkhane est venu créer des emplois au Mali? Du tout. Donc, malheureusement, vous avez des Africains qui jouent à ce jeu parce qu'au nom de quelques intérêts égoïstes, parce que nous sommes ici dans une dynamique de lutte pour les intérêts collectifs et non dans une dynamique de lutte pour les intérêts individuels. Vous avez donc des individus qui veulent protéger leur butin et qui s'en fichent des répercussions que leur collaboration peut avoir dans la dynamique, n'est-ce pas, d'émancipation de toute détermination dans laquelle se sont engagés les États. Parlons justement de l'éthique et de la déontologie journalistique. Albert Anatola, ici, est-ce qu'on peut dire que les journalistes occidentaux sont responsables? Ils sont missionnés pour ça. La plupart des journalistes occidentaux qui viennent sur le continent africain sont avant tout des espions. Ne jamais l'oublier. Ce sont avant tout des espions qui ont pour couverture hommes de médias, journalistes. La plupart, je dis la plupart, j'en connaissais de quoi je parle. Vous avez une qui a une réputation assez sulfureuse que vous appelez Sarah Sako, elle est agent double. Donc, il faut faire très attention. Ils sont en mission commandée. Ils entrent partout, ils s'invitent partout, et paradoxalement, c'est à eux que la plupart de nos dirigeants ouvrent les portes. Ils ne travaillent pas pour les intérêts du continent africain. Ils travaillent pour le compte des intérêts de leur pays, de leur population, d'une manière générale. Pourquoi est-ce que la même organisation que vous appelez Reporters sans frontières ne s'est pas offusquée de la décision
des autorités françaises de suspendre Russia Today et Sputnik lorsque ça a été le cas. Je n'ai pas, au moment où j'ai préparé cette émission, j'ai cherché en vain le communiqué de Reporters sans frontières condamnant, n'est-ce pas, la suspension par les autorités françaises et l'Union européenne, les médias russes. Pourquoi? Il faut reconnaître ça. Mais parce que justement, sur le continent africain, ils profitent, la plupart de ces médias locaux profitent de la population un peu généralisée pour pouvoir recruter, corrompre ceux qui ont les problèmes alimentaires. Mais qui sait qu'il y en a qui n'ont pas, même s'ils ont les problèmes alimentaires, ils ont leur dignité. Reporters sans frontières est-il une organisation fiable? Je vous ai dit tantôt que Reporters sans frontières, c'est une organisation qui est financée par le gouvernement français, entre autres. Et ce n'est pas une institution, c'est une association privée. Au même titre que Human Rights Watch, c'est une association privée, mais qui est financée par des groupes criminels, qui vous se présentent comme étant des États démocrates. C'est la question. Et qui se présentent comme étant des États démocratiques, tant pour moi. Donc, Reporters sans frontières, c'est un peu le cheval de Troie à l'image de la France, à l'image de France 24, à l'image de RFI, de TV5 Monde. C'est ça qui est la question. C'est ça. Est-ce que Reporters sans frontières est dans son rôle, dans un contexte assez particulier, comme celui du Niger? Je ne pense pas. Donc, il est qui, Reporters sans frontières, pour, n'est-ce pas, réunir des signatures? Pourquoi faire des signatures? Ces signatures vont servir à quoi? Tout à l'heure, je vous indiquais que autant je ne peux pas accepter qu'un journaliste soit brutalisé, violenté ou emprisonné à cause des exercices de son métier, autant je ne peux pas tolérer qu'un journaliste sorte de son rôle de journaliste, c'est-à-dire de l'historien du présent, pour travailler contre les intérêts exogènes au détriment des intérêts de son propre pays. Parce que tout compte fait, aucun leader d'opinion en France, aucun, je dis bien aucun, même dans la société civile, même dans les partis politiques, aucun n'accepterait jamais s'écarter du drapeau lorsque les intérêts de la République sont en jeu. Et c'est la même chose de Reporters sans frontières. Lorsque les intérêts... Mais attends, en France, est-ce que les journalistes ne sont pas intimidés en France par certains lobbies? Reporters sans frontières n'en a jamais parlé. Ça, il faut le savoir. Il y a des journalistes, enfin des médias qui sont menacés en France, par des lobbies financiers, par des lobbies économiques, par des lobbies politiques. Reporters sans frontières n'a jamais fait cas. Mais pourquoi c'est uniquement dans le contexte africain que, justement, les Reporters sans frontières retournent la voie? Je crois qu'il y a un problème. Est-ce finalement la suspension des médias du Quai d'Orsay, en l'occurrence RFI, France 24, TV5 Monde et les autres? Voilà pourquoi aujourd'hui, on crie à bouche que vêtue. Le véritable problème, c'est que notre proximité historique avec la France fait en sorte que se donne la liberté de se comporter comme il veut sur le continent africain. C'est ça la réalité. Et c'est cette proximité historique qui fait en sorte qu'il y ait quelquefois des confusions de rôle. Alors, il ne s'agit pas d'une fixation. Oui. C'est-à-dire qui vire au règlement de compte médiatique ou géopolitique, non. Il s'agit des mauvaises habitudes que les médias français ont pris chez leurs dirigeants. C'est-à-dire le déni, l'arrogance, la condescendance, le mépris de nos lois. Parce qu'ils ne sont jamais, mais alors ils ne sont jamais respectueux de nos lois. La preuve, chaque fois qu'ils ont été mis en situation de respecter nos lois, ils estiment que nous manquons de légitimité pour le faire. C'est ça qui est la question. Un peu c'est la fameuse rhétorique que vous connaissez et qui est reprise actuellement en boucle du côté du Niger lorsque ces derniers demandent, lorsque les autorités actuelles demandent le départ du racisme qui fait office d'ambassadeur de ce côté-là. On est sur la rhétorique que vous connaissez. Sentiment anti-français. Donc, c'est donc le même rôle. C'est le rôle que jouent les politiques français en Afrique, le rôle que jouent les leaders d'opinion français en Afrique, c'est le même rôle que jouent les médias. C'est-à-dire la propagande, l'instrumentalisation, la désinformation, l'aliénation, mais surtout l'ingérence. Pour les médias, c'est
la désinformation, l'intorse, à n'en plus finir. Et ils veulent qu'on accepte ça. Non, c'est pas. Je vous ai dit tantôt que ils sont tous des journalistes. Et vous avez dit sauf des médias. Parlant justement de la désinformation, Albert Anatola ici, et bien du côté du Niger ces dernières semaines, et puis la prise de pouvoir par les militaires révolutionnaires, là-bas, il y a justement un front de désinformation. Je vous lis d'ailleurs le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur, République du Niger, communiqué contrairement aux informations distillées à dessein sur les réseaux sociaux qui font état d'une décision des autorités nigériennes ordonnant aux ambassadeurs d'Allemagne, du Nigeria et des États-Unis d'Amérique de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur précise que les dites informations sont fausses et que seul l'ambassadeur de France au Niger est déclaré persona non grata. Aussi, le ministère rappelle à ceux qui s'agitent et doutent encore de l'expression de sa volonté souveraine que le Niger n'a nullement besoin d'une autorisation ou d'une interprétation de la Convention de Vienne de 1961 pour exercer ses prérogatives et faire quitter l'ambassadeur Sylvain Ité après ce délai de 48 heures. C'est fait à Niamey le 25 août 2023. Parlant justement de désinformation, eh bien cette désinformation vient justement de ces médias du Quai d'Orsay qui déclaraient haut et fort que ce n'est pas seulement l'ambassadeur Sylvain Ité qui a été déclaré persona non grata, qu'il s'agissait également de l'Allemagne, de l'ambassadeur de l'Allemagne, du Nigeria et surtout des États-Unis d'Amérique. Mais ce sont ces médias qui appartiennent au groupe France Média Monde qui ont relayé cette Infox. C'est des France 24 RFI, qui ont dit que dans le contexte justement de l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, ils ont mis dans le même package les autres ambassadeurs accrédités du côté... À quelle fin? Mais c'est au fond des manipulations. Au fond des manipulations de l'opinion, c'est-à-dire que pour créer une sorte de... pour créer un précédent entre la diplomatie nigériane, américaine et allemande. Même s'il y a des choses à dire en ce qui concerne le Nigeria, les États-Unis et l'Allemagne en ce qui concerne l'actualité actuellement du côté du Niger. Mais nous commentons et analysons les faits et non les spéculations. Donc, ce papier donc visait justement à créer un précédent diplomatique entre, d'une part, les nouvelles autorités du Niger et d'autre part, le gouvernement américain, nigérian et allemand. C'est qu'il est question. Bon, il a donc fallu, effectivement, ce communiqué qui a essayé de remettre les pensions à l'heure, n'est-ce pas? Mais sauf que, quand vous allez sur le site RFI, vous pouvez comprendre que non, c'était très faux. En fait, c'est parce qu'il y a une cacophonie, il y a une mésentente entre les membres de la junte, comme ils les appellent. C'est pour ça que ils ont rapidement rattraper les communiqués concernant l'expulsion des ambassadeurs des 3 pays que vous avez cités pour ne laisser que celui, n'est-ce pas, comportant expulsion de l'ambassadeur de France au Niger. Le papier est encore là. Le papier est toujours là sur le site de RFI pour ceux qui veulent d'ailleurs le lire. C'est le papier là. Vous verrez très bien. C'est un papier qui est rédigé par qui? Un certain Daniel Machin, c'est un Ivoirien, et il n'a pas de prénom. Je crois qu'il a donné quelque chose. Alors, c'est lui qui a fait le papier. Oui. C'est pour vous faire comprendre que, effectivement, lorsque vous avez donc en fait, et c'est un mélanodème qui fait ce genre de papier. Voilà, il a 2 prénoms. Il n'a pas de prénom. C'est un Africain, mais qui répond par 2 prénoms. Serge Daniel. C'était Daniel qui a fait le papier sur RFI, ce papier-là. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme ça fonctionne. Ils utilisent mélanodème pour faire le sale boulot. Et c'est non seulement révoltant, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est affligeant. Que dire de ces médias et ces journalistes qui parlent et surtout qui travaillent contre le continent africain? Mais ça a toujours fonctionné ici. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous faisais comprendre que il y en a qui préfèrent privilégier l'intérêt individuel en lieu de l'intérêt collectif. Donc, peut-être c'est leur choix. Mais lorsque vous avez fait le choix de trahir votre pays, de trahir le drapeau de votre pays, et d'être collaborateur, vous en assumez les conséquences. Aujourd'hui, le peuple nigérien a identifié formellement n'est-ce pas, les collabos. Tout à l'heure, je vous indiquais que, à l'époque, nous étions dans une autre tribune, Moses Kaka avait fait des papiers c'est-à-dire qui noircissaient carrément le Niger dans un certain contexte.
il fait le papier qui était en déphasage avec la réalité vécue par les Nigériens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais les Nigériens sont allés brûler sa maison. Je crois que j'étais encore dans une automédia qu'il ne faut pas nommer. Et les Nigériens sont allés brûler sa maison. Il y en a qui étaient contents. J'ai dit non. Quelque chose qu'on peut n'est-ce pas, reprocher à un journaliste, parce qu'il reste avant tout journaliste, moi aussi. On n'a pas allé jusque-là, c'est-à-dire aller brûler sa maison. Et je crois que c'est à cette période qu'il a, n'est-ce pas, remis son tablier de correspondant à RFI du côté du Niger, Moussa Kaka. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, lorsqu'il survient des conséquences de leur irresponsabilité, de leur traîtrise, de leur collaboration avec les ennemis de nos États, eh bien, quelquefois aussi, le peuple a la responsabilité, n'est-ce pas, de prendre les choses en main. Merci à vous, Albert Latoula, ici d'avoir répondu à nos questions. Et comme le déclarait Honoré de Balzac, le journalisme est une grande catapulte mise en mouvement par de petites haines. Allez savoir justement ce qui se cache derrière du côté du Niger. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement.